parce que nous n'avons pas le choix, parce mais ils le feront parce pas, que, mais laissez-moi terminer ma phrase. Moi, je vous interromps pas. Laissez finir Samantha. Mais je m'énerve quand on m'interrompt. Monsieur, je suis en train de parler. Laissez-moi finir ma Ne phrase. faites pas d'auto-allumage. Voilà. Finissez Samantha, s'il vous plaît. Donc, Pour démarrer cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir en description comment vous pouvez nous aider sur Tipeee, Patreon, Paypal, le canal Telegram payant, la conférence que nous avons faite donc pour nos abonnés le samedi dernier, eh bien, est disponible sur le canal spécifique pour nos abonnés. Voilà, donc n'hésitez pas à nous aider. En plus, hein, évidemment, quand vous vous abonnez, quel que soit le montant, ça va, je crois, de 2 € à 5 €, plus si vous le souhaitez, eh bien, vous avez accès à ce contenu spécifique mensuel. Et en plus, vous aidez, vous nous permettez d'avoir cette équipe, un webmaster, un directeur de rédaction, un modérateur, un documentaliste, etc., etc. Tout ça, c'est grâce à vos dons. Donc, n'hésitez pas à y aller. N'hésitez pas également à vous abonner à Géopolitique Profonde. Ça, c'est le numéro du mois de janvier. Le numéro de février est sorti. Et on attend tous le numéro de mars parce que Frank Pengham était présent à Mar-a-Lago avec Donald Trump. Donc, on a déjà vu les premières photos arriver. Hein. Donc là, je crois qu'on a le général Flint et puis on a Mike Tyson. Donc, que du beau monde. Donc, on a hâte d'avoir un peu un compte-rendu de ce qui s'est passé parce qu'évidemment, tout le monde veut comprendre jusqu'où va aller Trump, hein, c'est même pas ce qu'il va faire, c'est jusqu'où il veut aller, puisque en ce moment, comme le disait Régis de Castelnau, les choses vont tellement vite qu'on a du mal à suivre, et d'ailleurs, ça provoque évidemment un émoi très important dans les médias de grand chemin. On entend les hurlements de douleur de LCI, on les entend jusqu'à Moscou, c'est terrible. On compatit évidemment avec eux parce que nous sommes chrétiens, mais voilà, leur douleur est immense, et puis bien pour nous, c'est le risque de manquer de popcorn. Et là, ce qui est important pour la vie politique française, c'est que les LR passent maintenant à droite du RN. À un moment où les gens ont ras-le-bol de la corruption, de l'immigration, etc. Eh bien, avec ce vote, le RN se rapproche de Jean-Luc Mélenchon et d'Emmanuel Macron, et les LR passent plus à droite, d'autant plus qu'il y a une critique qui a été très bien faite par Olivier Marleix. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, là aussi j'en parle dans le bouquin, c'est lui qui a révélé le pacte de corruption, c'est ces termes, sur l'affaire Alstom. C'est le plus proche du président de la République. Donc si maintenant Madame Le Pen nous explique que le président de la République lui va très bien, il faut qu'elle explique à ses électeurs. C'est une trahison pour ses électeurs, ni plus ni moins. C'est une trahison avec un président du Conseil constitutionnel qu'elle a combattu pendant des années lorsqu'il était député. Tout ça n'a aucun sens, si ce n'est à y voir un deal caché avec le président de la République. Et donc le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, avec ce vote immigrationniste de Marine Le Pen pour Richard Ferrand, eh bien ce sont les LR qui se retrouvent à la droite de l'échiquier politique à l'intérieur évidemment du Parlement français. Donc voilà, bon, ça rappelle beaucoup la 3e, la 4e République, c'est un foutoir innommable. Finalement, c'est sans doute le défaut sur la dette qui permettra de réellement renouveler la classe politique. Donc voilà, on attend. Ce qu'on a aimé cette semaine, évidemment, ce sont les discours de la conférence de Munich. Alors celui de J.D. Vance, bon, on va y revenir. Donc c'était un moment assez incroyable qui a traumatisé la classe politique européiste, mais également 2 autres discours qui ont moins attiré l'attention. L'un qui était fait par le ministre des Affaires étrangères indien, donc Subrahmanyam Jaishankar, et l'autre par Wang Yi, qui est le ministre des Affaires étrangères chinois. Ce qu'on a apprécié une fois de plus avec Wang Yi, c'est la voie médiane, c'est-à-dire cette approche apaisée des relations internationales, toujours à la recherche d'un compromis qui est typique de la Chine et qui appelle à un respect des droits internationaux, du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, des institutions internationales, y compris de l'ONU. Donc ça, évidemment, ça tranche avec le Trumpisme actuel. Je rappelle encore une fois, si vous voulez vraiment comprendre ce qui se passe en Chine aujourd'hui, il faut lire le livre de Laurent Michelon, Comprendre la relation entre l'Occident et la Chine. C'est vraiment quelque chose qu'il faut vous procurer. Je pense que c'est le meilleur aujourd'hui, cynisant, connaisseur de la Chine, qui soit français. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous procurer son ouvrage. Et de son côté, et ça aussi ça m'a beaucoup plu, c'est que le ministre Jaishankar, donc ministre des Affaires étrangères indien, lui, on lui posait la question sur la démocratie, etc. Et il répondait que finalement aujourd'hui c'était plutôt aux Occidentaux de regarder comment fonctionnait la démocratie indienne et d'en tirer des leçons. En gros c'est ce qu'il a dit. Je caricature à peine. Et c'est vrai que nous par exemple français, on a vu comment Emmanuel Macron est arrivé par un coup d'État au pouvoir en 2017, et en France ça n'a choqué personne, quasiment personne, tout le monde a trouvé ça normal, personne n'a vu le loup arriver, et on a vu également cette manipulation 2022 avec l'opération militaire spéciale, et puis finalement on se demande même si, encore une fois, Marine Le Pen veut vraiment être président, quel rôle elle joue dans cette espèce de théâtre qui est aujourd'hui la démocratie française. Donc le ministre des Affaires étrangères Jaishankar a raison.
Et ces paroles portent d'autant plus que eh bien, l'économie indienne est la troisième au monde, derrière les États-Unis et devant la Russie. Et passons maintenant aux nouvelles économiques. Et la première information économique intéressante, à mon avis, cette semaine, c'est la mission Bessent. En fait, c'est le nouveau chef du Trésor américain, secrétaire au Trésor américain, et qui s'est rendu à Kiev. Donc, qui s'est rendu à Kiev, comme je l'avais dit dans mon dernier bulletin, c'est-à-dire c'était pour sans doute auditer les dépenses. D'a priori, il veut savoir où est passé l'argent, d'autant plus que Zelensky a dit qu'il en manquait la moitié ou une bonne partie. Donc là-dessus, ça a attiré l'attention de Donald Trump et de son équipe. Et puis également, soi-disant de faire signer à Zelensky le document pour le transfert de l'exploitation des richesses minérales ukrainiennes aux États-Unis. Et là, je pense que ma théorie est en train de se confirmer, c'est-à-dire que c'est un piège que lui a tendu Donald Trump et c'est un piège que Zelensky lui-même s'est tendu. Comment ça s'est passé si vous remontez dans le temps? Eh bien, souvenez-vous, au début de l'année 2024, au fur et à mesure que la défaite ukrainienne était de plus en plus évidente, eh bien, l'opinion publique américaine, à la veille des élections, s'interrogeait sur l'utilité d'envoyer autant d'argent en Ukraine. Et à ce moment-là, on a eu cette proposition de Zelensky, reprise par le sénateur Lindsey Graham, donc un russophobe patenté, qui a expliqué qu'il y avait des milliers de milliards de ressources minérales, de terres rares, en Ukraine. Et donc ça a été le but de dire ça, c'était pour expliquer aux Américains: ne vous inquiétez pas, vous pouvez continuer à envoyer de l'argent, vous aurez de quoi vous rembourser. Et en fait, ce qu'a fait Trump, c'est notre analyse, donc il y a déjà quelques semaines, c'est de dire: ok, d'accord, donc signons un papier et c'est nous qui allons gérer qui allons récupérer, qui allons nous enrichir sur ces ressources. Et le problème, c'est que la majeure partie de ces ressources aujourd'hui sont sous contrôle russe et une bonne partie va encore passer sous contrôle russe dans peu de temps, donc c'est quand même pas très intéressant. L'autre problème, c'est que ces ressources ont déjà été volées par les oligarques dans les années 90, ou sont déjà entre les mains comment dirais-je, de partenaires occidentaux. Donc en fait, il n'y a plus grand-chose à voler. Alors même, évidemment, Zelensky semblait prêt à tout donner, mais quand Bessent est arrivé avec le document, il a refusé de le signer. Voilà. Et donc je pense qu'encore une fois, c'était un piège vis-à-vis de Zelensky pour obtenir son départ. C'était d'ailleurs le thème de notre bulletin de 125, c'est-à-dire il est viré et Trump, clairement, veut qu'il soit viré. Donc ce qui est intéressant aussi, c'est l'analyse qui a été faite dans la presse économique américaine, notamment dans Bloomberg, où en fait le constat est fait qu'il n'y a pas tant de ressources comme ça exploitables en Ukraine. Les terres rares, ça suppose des investissements énormes que la Chine a su faire il y a quelques années. C'est pour ça qu'aujourd'hui, eh bien, les premières productrices de terres rares, mais des terres rares, il y en a dans plein de pays, mais il faut investir énormément d'argent. Et c'est un programme quasiment de développement du territoire qu'un pays comme la Chine était capable de faire et que pour l'instant les autres ont été très modérément capables de faire. Donc ça ne veut pas dire que tout d'un coup on va vous donner une mine avec des terres rares et que vous allez pouvoir l'exploiter. Donc tout ça c'est un mythe et encore une fois les autres ressources sont finalement relativement limitées, des ressources directement exploitables. Donc la mission de Bessent est un échec et ça évidemment il a été mal accueilli par Zelensky et Donald Trump a utilisé ça pour mettre davantage encore de pression sur Zelensky, mais encore une fois du point de vue économique, je pense qu'il n'y aura pas grand-chose à obtenir pour Washington des ressources ukrainiennes. L'article souligne d'ailleurs que l'Ukraine en 2024 a exporté pour 4,2 milliards de métaux rares, dirons-nous, et que donc il lui faudrait à ce rythme-là 120 ans pour rembourser ce que Donald Trump exige. Économie toujours, et donc à l'inverse de ce qui se passe entre Washington et Kiev, eh bien les choses vont plutôt bien dans le domaine économique entre Washington et Moscou, puisqu'on a vu à Riyad, donc là où se sont rencontrées les deux délégations, le Kirill Dmitriev, donc qui est le président du fonds d'investissement direct russe, arriver, s'entretenir, et on voyait que l'ambiance était plutôt bonne avec la délégation américaine, en expliquant que eh bien, les Américains, les compagnies américaines, en quittant le marché russe, avaient perdu 300 milliards de dollars, donc ça évidemment ça s'ajoute à la note à faire payer à l'Ukraine, et en annonçant que vraisemblablement les compagnies américaines allaient revenir progressivement en Russie. Plusieurs compagnies d'ailleurs ont été citées dans la presse, Visa, Mastercard, Boeing également. Donc évidemment ce serait un véritable choc. On pense à tous ces pauvres Européens qui se font complètement déborder par l'administration Trump. Donc visiblement de ce côté-là, les choses avancent bien.
Économie toujours, et une fois de plus on parle de l'énergie, et surtout on parle du résultat des frappes ukrainiennes sur le territoire russe. Donc je vous montrerai tout à l'heure sur la carte des opérations militaires là où l'administration kievienne a frappé. Elle a frappé un oléoduc qui traverse la Russie pour aller livrer du pétrole jusqu'au port de Novorossiysk, comme on le voit sur cette carte. Le problème c'est que le pétrole dont il est question, c'est du pétrole kazakh. Et le problème c'est que les compagnies qui exploitent cet oléoduc, eh bien, sont des compagnies occidentales comme Chevron, Mobil, Shell, Eni international. Donc tout le monde s'est interrogé pour savoir qu'est-ce qui avait pris aux Ukrainiens de frapper sur un tel oléoduc. Alors l'explication qui a été donnée, c'était une vengeance de Kiev contre Donald Trump. Honnêtement, j'y crois pas trop. Je pense surtout que, comme on l'a souvent expliqué, Kiev cherche des cibles qui sont peu protégées. Donc déjà, c'est pas des cibles militaires. Kiev, dans la profondeur du territoire russe, n'a jamais été capable de frapper une cible militaire. Quoi qu'ils en aient dit, c'est toujours des réservoirs de carburant, des réservoirs de pétrole, des raffineries. Et là, ils ont vu un site, donc une station de pompage qui se trouve dans le sud de la Russie. Et ils ont vu qu'il n'y avait pas de protection, donc ils ont bombardé et le résultat était là. Le problème, encore une fois, et comme l'a dit Vladimir Poutine, c'est que les Russes, ça leur apportait pas grand-chose. C'était juste un oléoduc de transit. Alors les Kazakhs ont dit immédiatement qu'ils allaient voir ça du point de vue diplomatique avec Kiev, mais ça n'a pas plu aux compagnies américaines. On s'imagine bien que ça a résonné jusqu'à l'administration Trump. Et quant à Vladimir Poutine, il a dit écoutez, c'est simple, nous cet oléoduc nous rapporte quasiment rien. Si vous voulez le réparer, dites aux compagnies américaines qu'elles enfreignent les sanctions et qu'elles amènent leur petit matériel pour réparer le transit. Donc voilà, donc là, ça traduit en tout cas soit le jusqu'au-boutisme de l'administration de Zelensky, mais je pense que ça traduit surtout l'anarchie complète qui règne au niveau de la prise de décision et de la désignation des cibles dans l'état-major otano-kievien. Et aussi, je pense qu'il faut y voir si c'est fait exprès, dans ce cas, la main de Londres dans cette opération. Politico-diplomatique maintenant, et évidemment le grand sujet, c'est la rencontre, le sommet de Riyad, donc entre la délégation du ministère des Affaires étrangères russe d'un côté, dirigée par Sergei Lavrov, et la délégation américaine, dirigée par Marco Rubio, le nouveau secrétaire d'État aux Affaires étrangères. La première chose qu'il faut souligner, c'est que ça a lieu à Riyad, en Arabie Saoudite, ce qui explique évidemment notre vignette. Et d'ailleurs, peu y ont fait allusion, peu l'ont souligné, mais à mon avis, c'est la première chose à souligner. C'est-à-dire que cette rencontre qui aurait dû avoir lieu à Paris ou à Versailles, si la France avait été à la hauteur de sa position, c'est-à-dire de ne pas être co-belligérante, mais d'être une puissance d'équilibre avec l'arme nucléaire, donc qui n'a pas à s'engager dans des guerres qui ne la concernent pas, donc c'est la vision évidemment nationaliste, nationale-conservatrice de la politique étrangère française, eh bien, évidemment, tout ça, ça n'a pas été possible, puisque la totalité de la classe politique française représentée au Parlement français, donc de la France insoumise jusqu'au Rassemblement national, a joué la carte de la co-belligérance et des sanctions contre la Russie. Donc ça n'a pas été possible. Et en revanche, celui qui a joué une excellente carte diplomatique, ça a été le prince Mohammed Ben Salman. On avait parlé dans une émission qu'on avait fait sur RT en français, l'échiquier mondial, en montrant à quel point le MBS, c'est son surnom, avait pu faire avancer l'ordre du jour diplomatique et petit à petit se poser comme un intermédiaire. L'Arabie Saoudite s'est proposé dès le début comme un intermédiaire possible entre les différents partis du conflit en Ukraine. Et là, ce succès diplomatique est à mettre au crédit du prince MBS et il relègue finalement les États esclaves, les dirigeants des États esclaves européens à leur place, c'est-à-dire à la table avec les domestiques. Donc pour commencer, ce qu'il faut souligner, c'est la prouesse diplomatique de l'Arabie Saoudite. Deuxième point, à mon avis, important, c'est que c'est avant tout un sommet entre les Russes et les Américains. Donc l'Ukraine, bien sûr, est au menu, mais il n'y a pas que ça. Et d'ailleurs, c'est ce qui est ressorti. Les discussions ont duré 4h30 et différents sujets ont été abordés. On ne sait pas exactement le contenu de ce qui a été abordé, mais il y a l'Arctique, il y a la relance des relations diplomatiques, et d'ailleurs c'est le premier pas qui a immédiatement été fait, c'est-à-dire qu'il va y avoir échange d'ambassadeurs, il va y avoir réouverture des consulats, tout ce qui avait été mis à mal par l'administration Biden durant ces 4 dernières années. Donc là, on est vraiment en train d'observer la reconstruction de la relation entre Washington et Moscou, et cela se fait je dirais, parallèlement aux négociations sur la question ukrainienne. Et en plus, je pense que c'est ça qui est très fort, c'est que finalement, la question ukrainienne est reléguée, alors c'est une question très importante, comme celle du Moyen-Orient, mais elle est reléguée sur une liste que les Russes et les Américains ont l'intention de traiter
en nommant des responsables respectifs pour ces questions. Et d'ailleurs, c'est ce qu'a dit Vladimir Poutine. Il a dit, dès que les Américains auront nommé leur représentant pour ces négociations, nous nommerons le nôtre. Et après, pourquoi pas, bien sûr, accepter d'autres membres des négociations, ukrainiens, européens. Mais là, on est dans la relation entre Moscou et Washington, et donc les Européens n'ont rien à venir y faire. Sachant que pour la question ukrainienne spécifiquement, la Russie, par l'intermédiaire de Nebenza, Vassili Nebenza, donc qui est le représentant de la Russie à l'ONU, a remis quand même les choses au clair. On a publié cette vidéo sur notre canal Telegram ou sur notre chaîne X. N'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Il a bien reprécisé les exigences russes. Et surtout, il a bien précisé que désormais, les puissances européennes qui avaient échoué à faire appliquer les accords de Minsk à l'Ukraine n'avaient pas voix au chapitre. Donc, vraisemblablement, on va avoir une négociation entre Moscou et Washington, et Kiev appliquera la décision, et les Européens ont le droit de prendre des notes. Ce qui explique évidemment qu'immédiatement, le président français Macron et le Premier ministre Starmer se sont précipités à Washington pour essayer de trouver leur place dans ces négociations. Ce qu'il faut observer, c'est que finalement, là, l'Union européenne est écartée par Starmer et par Macron. On se souvient que Macron était allé en Chine, il avait été chaperonné par Van der Leyen, et là, en fait, il y va tout seul avec Starmer. Pourquoi? Parce que ce sont les deux membres permanents des Nations Unies, et que ce sont deux puissances nucléaires. Et donc, finalement, l'Union européenne ne sert absolument à rien du point de vue diplomatique. En fait, elle paralyse la France. Parce que la responsable au sein de la Commission européenne des questions diplomatiques et militaires, c'est une Estonienne, comme j'ai déjà dit, Kaja Kallas, qui est en plus une ancienne fille d'apparatchik soviétique et qui a une espèce de russophobie. Sans doute, elle en fait des tonnes pour faire oublier son passé ou le passé pas très glorieux de sa famille. Et en tout cas, ça ne pèse rien. Et d'ailleurs, les Russes se moquent éperdument de ces États baltes. Donc là aussi, il va y avoir une obligation pour l'Union européenne, si elle veut exister diplomatiquement, de nommer des gens sérieux qui sont des ressortissants de pays sérieux. La France, l'Allemagne, l'Italie, pourquoi pas un pays de l'Est qui a une bonne relation avec la Russie, mais pas des États croupions baltes ou des Polonais avec qui les Russes ne sont pas intéressés à discuter. Encore une fois, c'est dans l'intérêt de l'Union européenne. Parce qu'aujourd'hui, honnêtement, on ne voit pas pourquoi la Russie maintient des relations diplomatiques avec l'Union européenne. Pourquoi ne pas fermer la représentation diplomatique de la Russie à Bruxelles et de l'Union européenne à Moscou? La question aujourd'hui se pose réellement. Donc en tout cas, évidemment, précipitation de nos bouffons, hein, encore une fois la vignette, de nos bouffons pour aller essayer d'obtenir quelque chose, un petit strapontin à la table des grands. Et en l'occurrence, les grands aujourd'hui, encore une fois, c'est Xi Jinping, Modi pour l'Inde, Donald Trump et Vladimir Poutine. Simultanément à cette visite, donc à un moment, Zelensky a dit qu'il voulait venir en Arabie Saoudite, mais finalement il n'est pas venu, il a annulé. Mais après Bessent, en fait, c'est le plénipotentiaire de Donald Trump sur la question ukrainienne qui est venu à Kiev. Donc le général Kellogg qui s'est rendu. Alors tout de suite, on lui a demandé ce qu'il allait faire. Est-ce qu'il est quid de l'aide ukrainienne? Il a dit, je suis pas là pour ça, je suis là pour récupérer des informations et les transmettre à Marco Rubio. Donc là aussi, évidemment, c'est plutôt glacial. La suite de tout ça, c'est que Donald Trump a répondu très sèchement à Zelensky. Zelensky avait expliqué que Donald Trump était dans un univers de désinformation russe, quelque chose comme ça. Donc ça n'a pas du tout plu à Donald Trump. Donc qui a allumé, pour parler un peu familièrement, violemment Zelensky en disant que c'est un dictateur, qu'il fallait qu'il organise des élections, que son rating était très bas, à 4%. Alors Zelensky a dit, c'est pas vrai, je suis à 57%. S'il était à 57%, les élections auraient eu lieu depuis longtemps, comme l'a dit d'ailleurs très bien Elon Musk. Voilà, donc non seulement il s'est fait attaquer par Trump, mais en plus J.D. Vance en a remis une louche en disant il faudrait mieux qu'il tourne cette fois sa langue dans sa bouche avant de la ramener. Donc là en ce moment, Zelensky évidemment est sous les feux des canons des paléoconservateurs républicains. Et ça commence à faire mal, et évidemment, encore une fois, c'est la panique dans toutes les salles de rédaction des médias de grand chemin français, de tous les médias gauchistes, appelons-les pour ceux qu'ils sont. Du côté européen, alors on l'a vu, Emmanuel Macron, une fois de plus, s'est agité, a convoqué une première réunion, mais il n'y avait pas assez de monde, donc une deuxième. Il a annoncé que finalement, il n'était pas question d'envoyer des troupes françaises en Ukraine, alors que Starmer a dit qu'il était prêt. Et puis, alors, personne ne comprend, puisqu'il disait qu'il fallait en envoyer, finalement, il ne faut pas en envoyer. Alors, il parle de l'ambiguïté stratégique, donc ça, c'est un concept macronien qui ne veut absolument rien dire. Donc, en fait, c'est la panique générale, et c'est le grand déclassement de la diplomatie européenne, ou plutôt de la diplomatie
des États européens parce qu'ils n'ont plus de diplomatie, parce qu'ils se sont soumis à celle de l'UE et que ça ne veut rien dire. Il n'y a aucun projet, il n'y a aucune vision, aucune stratégie. Et soulignons-le une nouvelle fois, si on peut encore bouger et faire quelque chose, c'est grâce à l'héritage d'il y a 60 ans du général de Gaulle, qui nous a laissé l'arme nucléaire, ce qui fait que personne ne peut nous attaquer, et des frontières non contestées. Ça, je l'ai dit à plusieurs reprises. Donc c'est ça en fait, plus évidemment le Conseil la place de membre permanent avec droit de veto au Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est le seul poids de la France, hein, parce que déjà notre économie est ruinée, notre armée est dans les choux, tout le monde le reconnaît, c'est dans toute la presse maintenant internationale. Donc si on peut encore bouger un petit peu, c'est grâce à cet héritage. Depuis, ça a été un lent et permanent déclin. À côté de ça, c'est toujours l'amateurisme et la cacophonie au sein du gouvernement français. Alors on a d'un côté Jean-Noël Barrot qui nous explique que si Sergueï Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, l'appelle, il ne répondra pas. Persuasion, si vous appelle, vous répondez. Si M. Lavrov souhaite un appel avec vous, vous répondez. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, non. Et en fait, à côté, vous avez Macron qui dit que, si, bien sûr, qu'il va répondre à Vladimir Poutine. Donc, il faudrait qu'ils se mettent un peu d'accord. Est-ce que Vladimir Poutine va appeler Emmanuel Macron? Il y a quand même peu de chance, puisqu'on se souvient de ce qui s'est passé, la publication de la conversation secrète du 20 février 2022. Donc, le mois de juin suivant, ça a été publié. On voit les deux gourdes du ministère, je crois que c'était des journalistes en fait, non, c'est des conseillers du ministère des Affaires étrangères français, quoi, qui sont là en train de ricaner. Et ça a été publié dans la presse française. Ça, évidemment, ça a carbonisé Macron vis-à-vis de Vladimir Poutine, je pense, pour le reste de son mandat. En revanche, pour revenir à ce que je disais au début, Vladimir Poutine a appelé le prince Mohammed Ben Salman pour le remercier d'avoir accueilli ce sommet des négociations entre les Russes et les Américains. Conséquence pour la politique intérieure de l'Ukraine, de toute cette agitation, de cette pression qui est mise désormais par J.D. Vance et par Donald Trump, eh bien, on s'attend à des élections en Ukraine. Et là, tout d'un coup, on a vu le général Zaloujny, donc qui est ambassadeur d'Ukraine en Angleterre, qui a dit que pour l'instant il était hors de question qu'il se prononce là-dessus, c'était pas le moment, mais qu'il était encore possible pour Kiev de l'emporter à 4 conditions. Donc que le peuple soit prêt à continuer à défendre le pays, qu'il y ait le soutien international stable et fiable, le leadership militaire doit être compétent et adéquat, l'ensemble de la stratégie de guerre sera coordonné et efficacement. Donc ces 4 conditions, évidemment, n'ont jamais été remplies depuis ces 3 dernières années, et il n'y a aucune raison qu'elles le soient. L'OTAN, même avec l'aide des États-Unis, n'a pas le moyen. Et de toute manière, les Ukrainiens n'ont plus envie de se battre. Ceux qui voulaient se battre sont morts en 2022 et ils étaient une minorité par rapport à la totalité de la population ukrainienne. Et ça c'est quelque chose qui est important de souligner. C'est exactement ce qu'a dit Vance dans un message qu'il a envoyé sur X. Il a quasiment repris, résumé ce que j'explique dans mon livre. Alors, je vous recommande vraiment d'acheter parce que j'ai jamais eu autant raison. C'est que, en fait, l'Ukraine, même avec l'aide de l'OTAN, n'a jamais eu une chance de gagner en 2022, en 2023, en 2024, et qu'aujourd'hui les stocks d'armement sont à zéro et que c'est un problème pour les États-Unis, et donc il est dans l'intérêt de l'Ukraine, de l'Europe et des États-Unis, évidemment de la Russie, de mettre fin à cette guerre. Donc là, évidemment, c'est quelque chose qui est en train de bouleverser, et on imagine encore une fois les hurlements de douleur, les pleurs au sein des médias de grand chemin. Terrorisme maintenant, juste une petite nouvelle parce que je pense que ça peut avoir des répercussions plus tard. Dans la presse polonaise, on parle de plus en plus du fait qu'il y a une véritable mafia ukrainienne qui s'est installée sur place, qui contrôle les extorsions, évidemment la prostitution, hein, puisque beaucoup de malheureuses ukrainiennes sont contraintes de se prostituer une fois qu'elles ont passé la frontière, et que donc ça contribue évidemment à augmenter l'hostilité des Polonais vis-à-vis des Ukrainiens, et que ça pose un danger de sécurité publique. C'est pour ça que j'appelle ça le terrorisme. Et pourquoi je pense que c'est important? Parce que c'est ce qui attend l'Europe à la fin du conflit entre l'Ukraine et la Russie. À partir du moment où les frontières de l'Ukraine vont se réouvrir, vous allez avoir toute une population de vétérans, de gens qui ont vécu des moments de combat qui les ont rendus violents, quelquefois même à moitié fous. Imaginez, il paraît que les dégâts provoqués sur l'organisme par les bombes d'une tonne, de 3 tonnes russes qui tombent, même si vous êtes enterré dans une cave, en fait, vous en remettez jamais, quoi. Donc vous allez avoir tous ces vétérans de la guerre qui ne seront pas pris en compte puisque l'Ukraine sera un État ruiné et que je pense que tout le monde va faire en sorte de s'en débarrasser le plus rapidement possible. Les frontières vont se rouvrir et tous ces gens-là vont déferler en Europe. Ces gens-là, évidemment, ne pourront pas rentrer en Russie parce que la Russie contrôle déjà extrêmement sévèrement toutes les migrations venant d'Ukraine. Mais en fait, ils vont déferler
en Europe de l'Ouest, enfin à l'ouest de l'Ukraine. Et là, ça représente un danger de sécurité publique qui va être magistral. Donc vous allez rajouter cette délinquance mafieuse à toutes les mafias, les trafiquants de drogue qui déjà sont en train de prendre le contrôle, par exemple, de notre pays en France. Même Darmanin et Retailleau sont obligés finalement de le reconnaître. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit. Lorsque la guerre s'arrêtera en Ukraine, ce déferlement de vétérans, de gens malades, et en plus dont personne ne s'occupera. Autant en Russie, il y a ce qu'on appelle le temps des héros, donc tout le programme de réintégration de ces héros, de ces soldats est prévu. En Ukraine, ils vont être abandonnés, avec une jambe en moins, avec la tête fêlée. Enfin, ça va être épouvantable. Armement toujours, j'ai trouvé cette photo extrêmement intéressante. En fait, c'est un chasseur de drones russe. Il a dans le dos un sac à dos avec un brouilleur de drones, avec 8 antennes. Donc ce système-là est fabriqué en Chine. Et pour descendre le drone, il a un fusil de chasse qui tire du 12 et donc qui disperse pas mal. Et c'est très efficace en fait. D'ailleurs, j'ai vu un reportage sur LCI qui est pas mal fait par le correspondant de LCI à Moscou, pour être honnête. Et on voit d'ailleurs à un moment un soldat russe. Il a été autorisé à filmer du côté russe. Alors évidemment, le reportage est à charge, mais il est quand même intéressant. Il n'est pas totalement à mettre à la poubelle. Et on voit notamment un soldat russe qui abat un drone avec son fusil de chasse. Et c'est ça aussi le paradoxe. C'est-à-dire que vous avez d'un côté un matériel qui coûte quand même très cher, qu'il faut faire importer de Chine, etc. Donc de brouillage. Et puis finalement, le drone est détruit par quelque chose qui coûte encore moins cher, c'est-à-dire 2-3 coups de 12. Voilà, donc c'est toujours, encore une fois, c'est ça la guerre moderne. Il faut trouver le système le moins cher possible pour abattre à peu de frais quelque chose qui coûte très cher à l'adversaire, ou en tout cas plus cher à l'adversaire. Empire du mensonge maintenant. Alors je vous ai parlé donc des hurlements de douleur qu'on entend sur LCI, sur les réseaux sociaux, tous ces malheureux qui ont cru que l'Ukraine pouvait l'emporter. Je rappelle, il y a 2 catégories de gens qui ont cru que l'Ukraine pouvait l'emporter. Il y a les crétins, ceux qui le croyaient réellement, et il y a les salauds, ceux qui ne le croyaient pas, mais qui se disaient on va utiliser l'Ukraine comme un bélier contre la Russie, et comme ça provoquera l'effondrement de l'économie russe et la chute de Vladimir Poutine. Donc évidemment, les hurlements de douleur se répètent. Parmi les poussées hystériques, j'ai bien aimé celle-là. C'est parce que nous n'avons pas le choix, parce que. Mais laissez-moi terminer ma phrase. Moi, je vous interromps pas. Mais je m'énerve quand on m'interrompt. Monsieur, je suis en train de parler. Laissez-moi finir ma phrase. Ne faites pas d'auto-allumage. Finissez, Samantha, s'il vous plaît. Et puis alors là, la concurrence entre les gamelins est énorme. Yakovlev explique qu'il n'a jamais cru que l'Ukraine pouvait l'emporter. Mais je retiens le général Palaméros qui nous explique que les jeunes générations doivent faire des sacrifices. Les nouvelles générations doivent comprendre qu'il n'y a pas de liberté sans effort, que la paix et la démocratie ont un prix. C'est ça qu'il faut apprendre. Il y a des forces morales aussi à réveiller en Europe. Donc on a un beau gamelin boomer, le général Palaméros, puisqu'il veut que les jeunes Français se serrent la ceinture, ou même, pourquoi pas, aillent se faire tuer en Ukraine pour sauver nos valeurs, qui croient encore à ce genre d'ânerie. Empire du mensonge toujours, et là, enfin, sur LCI, Darius Rochebin a compris ce que c'était que la parité de pouvoir d'achat. Donc je vous rappelle, qu'est-ce que c'est que la parité de pouvoir d'achat? C'est le fait de dire que c'est utile, mais ça ne sert pas non plus grand-chose pour estimer la puissance économique d'un pays, de comparer le PIB nominal, c'est-à-dire l'accumulation, pour résumer, des dépenses d'un pays. Parce que, par exemple, en Russie, je paye mon essence 3 fois moins cher qu'en France. Donc si jamais vous faites l'addition de ce que j'achète en essence en Russie et en France, le PIB de la France sera supérieur, alors qu'en fait on a acheté la même quantité d'essence. Donc voilà, donc c'est un système de calcul, le PIB en parité de pouvoir d'achat, le PIB PPA, donc qui permettent de juger réellement de la richesse d'un pays. En PIB de pouvoir d'achat, la Russie est la 4e économie mondiale, on l'a souvent expliqué dans l'ordre Chine, États-Unis, Inde et Russie. C'est des données de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Alors évidemment, tout ça, ce calcul-là a été rejeté par les médias de grand chemin, par les pro-ukrainiens, parce que évidemment, c'est inadmissible d'admettre que la Russie soit la 4e économie mondiale, donc la première économie européenne. Ce serait quand même compliqué, surtout après toutes ces sanctions qu'on lui a mises. Mais là, tout d'un coup, sur LCI, alors évidemment, pour justifier l'augmentation des budgets à défense, on explique qu'en parité de pouvoir d'achat, le budget russe militaire est équivalent, en tout cas proche, de la somme de tous les budgets militaires de l'Union européenne, ce qui n'est pas forcément faux. C'est quelque chose que nous disons sur Stratpol depuis 10 ans. Et d'ailleurs, dans mon livre, je cite un article de Defense News, donc c'est un média numérique spécialisé dans les questions de défense, basé à Washington, ce n'est pas un agent du Kremlin, en mai 2019. Je cite donc, il avait
publié un article qui expliquait ça. C'est-à-dire que, bah oui, les Russes, le budget de la défense russe, ça devait tourner à l'époque autour de 45-50 milliards de dollars, mais comme c'était des roubles, eh bien, en fait, les Russes dépensaient 3 fois plus, puisque ça comprend les salaires des militaires, qui sont payés en roubles, ça comprend l'armement, qui est, dans l'immense majorité, à 90% produit en Russie. Il y a quelques, encore une fois, sous-ensembles importés de Chine, principalement, mais pas seulement, d'ailleurs, d'autres pays. Mais globalement, en fait, la Russie produit ce qu'elle consomme, donc elle le paye en roubles. Et donc, effectivement, c'est ce que j'ai toujours expliqué, le budget de la défense russe est bien supérieur à celui de la France, par exemple. Et donc là, bon, il faut motiver les pays européens pour augmenter le budget de la défense. Donc tout d'un coup, on découvre la parité de pouvoir d'achat. Ça a été le cas sur LCI et également dans le magazine Challenge. Ben, écoutez, bravo messieurs, il était temps. Et puis pour finir, le moment bunker. Alors là, le moment bunker, une nouvelle fois, je suis désolé, c'est LCI. Et là, c'est l'économiste de LCI qui s'appelle Pascal Perry, qui découvre avec horreur que les compagnies occidentales financent l'effort de guerre russe. Eh bien, en 2024, moi, je suis frappé de voir que l'Europe a importé du GNL russe comme jamais. Du gaz naturel liquéfié 2023-2024, plus 81% pour la France. Alors, vous allez voir qu'il y a un bout d'explication derrière, plus 12% pour l'Europe. Nous avons réglé, nous, Français, une facture de presque 2,7 milliards d'euros à la Russie. C'est le prix qui fait la différence, en réalité, parce qu'on pourrait s'approvisionner ailleurs. Oui, mais il y a du GNL un peu partout. Et donc, vous allez voir que on va chez les Russes parce que, effectivement, le prix qui nous est proposé est très inférieur. Il y a une affaire d'économie derrière tout ça. Et nos achats de GNL en provenance de territoires où on avait l'habitude de s'approvisionner ont beaucoup baissé. Les États-Unis, moins 18%, le Qatar, moins 30%, le Nigeria, moins 35%, l'Algérie, moins 4%. Il y a les lois de l'économie parfois, et c'est un économiste qui vous le dit, il faudrait de temps en temps les ignorer. Pour se rappeler qu'il y a au-dessus de tout ça un truc qui s'appelle l'éthique. Donc là, on est dans un moment bunker économique, puisque cette soi-disant économiste nous explique que du gaz liquéfié, on peut en trouver partout. Bah, si on pouvait en trouver partout, il n'y aurait plus de gaz liquéfié russe en Europe. Hein. Effectivement, les Russes sont quasiment, ça dépend des mois, mais à la première ou à la deuxième place parmi les exportateurs en Europe, tout simplement, parce qu'il n'y en a pas d'autres et qu'eux, également aussi, ils coûtent moins cher. Ils coûtent moins cher, mais ils coûtent beaucoup plus cher que le gaz russe qu'on achetait, évidemment. Avant 2022, il coûte beaucoup plus cher que le gaz russe que la Hongrie, la Bulgarie ou la Slovaquie importent par Turkish Stream. Et il coûte bien plus cher que celui qu'on importerait si on ouvrait le gazoduc qui est encore en fonctionnement de Nord Stream 2. Rapidement, quelques considérations militaires générales. Je vous donne ce chiffre. Prenez-le avec recul parce que c'est le chiffre donné par l'état-major russe qui annonce que les pertes ukrainiennes, donc quand on dit pertes, c'est morts plus blessés non recouvrables, hein, blessés graves, ont dépassé le 1 million d'hommes. Voilà. C'est le chiffre russe. Donc faites comme moi, soyez par principe sceptiques sur les chiffres que les Russes donnent sur les Ukrainiens et surtout sur les chiffres que les Ukrainiens donnent sur les Russes. Ce qui est intéressant aussi, c'est que et ça c'est plus inquiétant pour l'Ukraine, c'est que Donald Trump a parlé de 700 000 pertes, donc morts et blessés graves. I think that Ukraine's lost probably 700,000, and it's a terrible thing. You'll see bodies and body parts all over the field, all over. We see them very accurately through satellites. I love Ukraine, but Zelensky has done a terrible job. Et si Trump cite ça, c'est-à-dire que c'est ses services qui lui ont donné cette information. Comme le fait que le rating réel de Zelensky, c'est 4%. La cote de popularité de Zelensky, c'est 4%. Et ce qui veut dire que petit à petit, les informations circulent et sont analysées. Les sources d'informations de Donald Trump et de son équipe ont changé. C'était aussi ça le rôle, évidemment, de la rencontre de Riyad, c'est-à-dire notamment Kirill Dmitriev, donc, qui est le président du fonds d'investissement direct, est arrivé avec le véritable chiffre des pertes américaines en Russie à cause des sanctions. Je pense que Lavrov a communiqué les estimations des pertes ukrainiennes, les estimations des pertes russes, la situation réelle sur le terrain, c'est ça qui est extrêmement important. Et quand on voit les dernières déclarations de Trump, visiblement, c'est plutôt la partie russe qui est en train de le convaincre. Donc c'est ce qui manquait sans doute à Donald Trump pour prendre des décisions définitives sur l'Ukraine, c'est une connaissance réelle que pour l'instant les services américains ne veulent pas donner ou sont incapables de donner. D'ailleurs, on le voit. Et finalement, ce qui est assez inquiétant, c'est que les âneries que racontent nos gamelins de plateau, nos experts de plateau sur LCI, BFM ou ailleurs, visiblement, ce sont les informations qu'ont le ministère de la Défense, les ministères de la Défense et les ministères des Affaires étrangères. En tout cas, ce qui est clair, c'est que, évidemment, cet échange d'informations maintenant permanent qui va avoir lieu entre Moscou et Washington, on peut espérer que ça va changer la donne.
Et nous revoilà sur la carte des opérations militaires. Alors, il y a eu des frappes dans la profondeur. La première, on vous l'a déjà dit, c'est celle qui a eu lieu sur la station de compression de Kropotkin, ici, dans la région de Krasnodar, et qui permet d'amener au port de Novorossiysk le pétrole, qui vient du Kazakhstan. Donc, évidemment, Russes ne s'imaginaient pas que la station de compression serait détruite, puisqu'elle appartient et elle profite essentiellement au Kazakhstan et à des compagnies américaines. Les Russes également ont frappé dans la profondeur, donc on a eu des grosses frappes sur Odessa, des grosses frappes sur Nikolaev et des grosses frappes sur Kiev, visiblement sur des infrastructures énergétiques principalement. Mais reprenons maintenant la ligne de front. Donc évidemment sur le Dniepr, il se passe toujours rien. Là, en revanche, il se passe quelque chose sur le front de Zaporozhye. Je rappelle, la capitale donc, de la région de Zaporozhye est là. Les Russes contrôlent la majeure partie du territoire, mais ils ne contrôlent ni la capitale, ni à peu près 30% de ce territoire. C'est d'ici qu'était partie la contre-offensive ukrainienne de l'été 2023, qui avait complètement échoué. Et là, les Russes seraient de nouveau partis à l'offensive et se seraient emparés de Pitikratne, qui est cette localité-là. Est-ce que c'est une diversion pour attirer des réserves ukrainiennes ou est-ce que c'est quelque chose qui va aller plus loin? Il est trop tôt pour le dire. Après une pause opérationnelle, les Russes ont repris, et de la belle manière, l'offensive en direction du nord-ouest vers la région de Dniepopetrovsk. Et ici, je vous rappelle, c'est la mine de lithium qui, elle, était immédiatement exploitable. Et donc, rappelez-vous, ils ont pris ce point d'appui extrêmement important, Velika et Novoselka, à cet endroit-là. Et là, viennent de s'emparer de Novoselka. Et également, se seraient emparés en partie de Novo-Tcherebutavate, ici. Et serait donc en passe de franchir la principale ligne de défense otano-kievienne qui se trouve à cet endroit-là. Sur ce front-là aussi, tactiquement, les unités russes sont de plus en plus performantes. Le chaudron, l'immense chaudron de Korekovo est en train de se fermer. Donc là, déjà ici, il est fermé. Les troupes se sont rendues, ont été liquidées par rapport à la semaine dernière. Donc on ferme ce chaudron-là. Et là également, des unités ukrainiennes seraient en train d'être prises au piège. Donc soit elles se rendent, soit elles sont exterminées en essayant de s'enfuir. Visiblement, on peut penser que d'ici une semaine, le chaudron ici sera complètement vidé. Les Russes continuent à pousser vers l'ouest également à cet endroit-là. La contre-offensive, donc je rappelle, le chef d'état-major de l'armée de terre ukrainien Drapate avait été envoyé pour affronter le génial Mordvitchev. Eh bien, ça n'a pas marché. Mordvitchev, évidemment, a montré sa supériorité tactique et opérative. Et après avoir repoussé donc l'offensive ukrainienne qui s'était emparée de Péchané tout ou partie et de la périphérie de Kotlino ici, c'est l'armée russe qui est repartie à l'assaut. Les choses évoluent bien pour les Russes du côté de Tchassov Yar, puisqu'ils ont avancé donc au sud de la ville à cet endroit-là et également à cet endroit-là. Donc on voit que petit à petit l'armée russe se rapproche de Konstantinovka, étape ultime avant de pouvoir lancer la libération de Slaviansk-Kramatorsk. Ici, les Russes se sont emparés de Yampolovka. En revanche, pour l'instant, l'offensive vers Kolodiadzi n'avance pas. Donc, pour l'instant, on ne peut pas dire que la troisième bataille de Liman a commencé. Plus au nord, les Russes consolident leur position et pourraient être en mesure de lancer un encerclement de Kupiansk et également de frapper en direction de Volchansk, à cet endroit-là. Et enfin, au nord, à Koursk, les choses tournent vraiment mal pour l'armée otano-kievienne, puisque non seulement les Russes ont fini par s'emparer complètement de la localité de Sverdlikovo, donc contrôlent complètement l'axe d'approvisionnement de Soudja, qui est la place principale ukrainienne, mais en plus, ils ont commencé, et ça a été annoncé par Vladimir Poutine lui-même, ils ont pénétré à l'intérieur du territoire ukrainien de la région de Soumy, et se sont emparés de Novenke, ici, et de Bassovka, à cet endroit-là. Donc là aussi, les choses vont extrêmement mal pour l'armée otano-kievienne. Voilà, je retire la ligne de front de la semaine dernière. Voilà où nous en sommes le jeudi 20 février 2025. Voilà donc l'état des lieux. La chaîne de monde multipolaire rappelle qu'il y a de la place pour un monde multipolaire plus juste. Nous n'encourageons pas la violence et souhaitons vivement le retour de la paix. Merci de votre attention. Abonnez-vous à ma chaîne, mettez un like, notre Telegram sera bientôt disponible. Passez une bonne journée. Au revoir.